Chers internautes lectrices et internautes lecteurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous faire un petit bilan de mes lectures du mois de décembre. Je vais commencer par la lecture que j'avais commencé en mois de novembre d'ailleurs, et que je n'avais pas terminée. Et donc au mois de novembre, j'étais encore dans les thrillers. Donc, le thriller que j'étais en train de lire, c'est Puzzle de Franck Tillier. J'avais tellement entendu parler de ce roman, j'étais vraiment impatiente de découvrir ce nouveau thriller, enfin ce nouveau thriller. C'est un ancien thriller, mais pour moi, un nouveau thriller de Franck Tillier. Alors, le souci, c'est que finalement, j'ai quand même été un peu déçue de ce roman. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Franck Tillier, c'est un de mes auteurs favoris. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup sa façon de construire ses romans. Et ce roman-là, il est très bien construit, il n'y a rien à dire là-dessus. Le souci, c'est que dès que j'ai commencé à le lire, il y a deux histoires un peu parallèles. On sent tout de suite, il y a deux histoires qui se passent là. Et en fait, il y a des coïncidences, des indices, des trucs qui m'ont tout de suite fait penser à un phénomène, à quelque chose en fait, qui fait partie de l'intrigue. Et cette idée ne m'a pas lâché du tout. Et en fait, au bout d'un moment, ça se passe carrément dans un hôpital psychiatrique, presque un huis clos. Et là, ça m'a carrément confortée dans l'idée que je m'étais faite du fond de cette histoire, du fond de l'histoire. Donc, j'ai pas eu de surprise. Et voilà, j'ai avancé dans le roman avec cette idée-là qui s'est révélée juste, jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai vraiment été déçue, en fait. Si j'avais pas connu un certain autre roman qui a eu un succès en film, d'ailleurs, alors j'avais pas lu le roman, mais j'avais lu le film, j'aurais pas eu cette cogitation-là au fond de mon cerveau en lisant Puzzle. Mais malheureusement, j'avais connaissance de ce film-là que j'ai vu deux fois et qui m'avait absolument plu, mais alors marqué d'ailleurs même, que du coup, je suis tombée très très vite dans l'intrigue. J'ai tout de suite vu ce qu'il fallait. Il aurait fallu que je ne voie pas tout de suite. C'est dommage. Ça a gâché mon plaisir. Ça n'empêche que ce roman est quand même bien construit. C'est vraiment un puzzle, ça c'est vrai. On est vraiment dans le puzzle avec des morceaux qui vont se mettre en place petit à petit. Alors l'histoire, en fait, c'est l'histoire de jeunes qui participent à un jeu grandeur nature. L'objectif étant de gagner 300 000 euros. Mais alors ce jeu, c'est des messages qu'il y a sur Internet ou dans la vraie vie. Il y a des vrais rendez-vous qui doivent se faire, des vrais défis, en fait, des choses comme ça. Et avec des énigmes à découvrir. Donc, du coup, on va suivre un jeune qui, avec son ex-petite amie, vont jouer à ce jeu et essayer d'être sélectionnés pour pouvoir participer et gagner les 300 000 euros. Ils vont être sélectionnés et ils vont atterrir dans un hôpital psychiatrique avec d'autres groupes, d'autres jeunes. Donc ils sont 8. Et ces 8 jeunes vont être en compétition, enfermés dans cet hôpital psychiatrique pour aussi résoudre des énigmes et réussir à trouver une clé qui va ouvrir une cage où se trouvent les 300 000 euros sous forme de lingots. Voilà, c'est assez palpitant. C'est vraiment, voilà, c'est du Tillet aussi, donc forcément c'est un petit peu glauque, c'est un peu bizarre. On comprend pas toujours tout, mais ça vient au fur et à mesure et l'histoire se passe et voilà quand on ne voit pas venir les choses, eh ben je pense que c'est une vraie surprise et c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, je regrette vraiment de ne pas avoir eu la surprise de la fin. Et j'ai été déçue pour ça. Alors, c'est pas l'auteur qui m'a déçue, c'est vraiment mon anticipation à moi d'avoir compris trop vite. Et c'est dommage. Mais l'histoire en elle-même, elle est vraiment bien faite. Et je comprends qu'il est d'excellents retours sur ce roman. Donc voilà, c'est Puzzle, un thriller de Franck Tillier. Si vous connaissez pas Tillier, si vous n'avez pas l'habitude des thrillers, eh ben allez-y parce que c'est vraiment un très très bon thriller. Bien, je vais vous parler ensuite de deux livres que j'ai reçus par Babelio dans le cadre des opérations Masse Critique, où l'échange, c'est on m'envoie ce roman et en échange, je fais une critique sur Babelio. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et ben, je vais vous en parler parce que ça fait partie de mes lectures du mois de décembre. Et je vais commencer par le premier qui n'est pas un roman, mais une BD. Dylan Dog, le point de vue des zombies. Alors là, nous avons une BD graphique qui est éditée chez Mosquito. Alors, je ne connais pas du tout cet éditeur. Apparemment, c'est italien. Et le dessinateur et celui qui a fait le scénario, c'est Clavi et Cavenago. Alors, je ne connais pas du tout. C'est un tome 5. Alors, dans l'opération Masse Critique, donc, qui était proposée début décembre, donc sur les BD, les graphiques, il était écrit qu'il n'y avait pas besoin de lire les 4 tomes pour lire ce tome-là. Donc, je l'avais éventuellement mis dans la liste. J'ai été tiré au sort, je l'ai reçu. J'ai dû faire une critique. J'ai fait une critique sur Babel. Donc, je vais vous en parler très rapidement parce que c'est pas un roman, une BD graphique qui m'a vraiment marqué. C'est quoi l'histoire? Alors Dylan Dog, c'est un détective, hein, voilà, c'est un détective qui enquête sur le surnaturel, le fantastique. Là, ce détective rentre chez un antiquaire et il va trouver un livre qui est bien étrange et qui prédit l'avenir. Le livre qui écrit des histoires du lendemain. Donc, on va avoir, entre guillemets, des espèces de contes, en fait, hein. Alors là, on va être dans des tonalités, vous allez voir, au niveau du graphisme. Voilà, un petit peu orange, comme ça, hein, orange, etc. Alors, là, c'est le monde de Dylan Dog, quand il va rencontrer l'antiquaire. L'antiquaire qui est un petit peu, je pense qu'on n'est pas loin du diable, hein, quelque part, hein. Donc, effectivement, on est quand même dans la bonne tonalité par rapport à cette histoire. Ça, il n'y a rien à redire. Et puis, quand on est dans les contes, quand on arrive dans les différentes histoires que Dylan Dog va regarder, qui sont soi-disant des histoires de l'avenir, alors je vois pas à quoi l'avenir, parce qu'en fait je vois pas Dylan Dog mêlé à ces histoires-là. C'est vraiment des histoires à part. C'est comme si c'était un recueil de nouvelles en fait. Donc les histoires, quand elles arrivent, ce sont des histoires qui sont un petit peu en technicolor. Vous voyez, on va voir un peu plus de bleu, de rose, des couleurs un peu plus marquées, beaucoup moins sombres que l'orange, etc. dans la palette. Donc voilà, on va avoir toutes ces histoires-là. Voilà, par exemple, hein, ici, on voit bien que ce sont des couleurs. Voilà. Alors, il va y avoir à peu près 3-4 histoires. Disons que la première va être très pessimiste et glauque. Glauque, assez glauque. La deuxième sera beaucoup plus optimiste, à une condition, c'est que vous soyez un zombie. Après, c'est le titre, hein, le point de vue des zombies. Alors effectivement, on sera plus sur le deuxième conte par rapport au titre, pas du tout sur le reste. Donc c'est vraiment un titre finalement qui est assez réducteur par rapport à ce que propose la BD graphique. Mais donc le point de vue des zombies, effectivement, selon le point de vue des zombies, la deuxième histoire qui se passe, elle est plutôt optimiste. Elle n'est pas si glauque que ça, hein. C'est une vision des zombies qui est vraiment très différente de celle qu'on pourrait avoir, qui peut être tout aussi inquiétante, mais pas aussi violente, on va dire. Donc voilà, je dirais que c'est le petit truc que j'ai apprécié, c'est vrai, un petit peu, cette vision-là, qui était assez amusante. La troisième histoire, si je m'en souviens bien, c'était une troisième histoire sur un peu sur notre société, sur comment essayer de sauver la vie des gens sans forcément faire une révolution de la mort, si on peut dire, c'est-à-dire aller à l'extrême dans les dans les mesures sanitaires. Alors bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Là, ça parle du tabac principalement en fait. Donc voilà, alors c'est assez caricaturé, c'est extrême complètement, c'est carrément loufoque. La solution finale est complètement barge. Mais bon voilà, j'ai pas été emballée vraiment par cette troisième histoire que j'ai trouvé un petit peu trop quoi. Ensuite on retourne un petit peu voir donc Dylan Dog hein, qui ferme plus ou moins son bouquin avec une autre histoire qui arrive comme un cheveu sur la soupe. J'ai pas trop comprise, voilà. Et finalement, ça résume assez bien le bouquin, c'est que je comprends pas trop l'intérêt de toutes ces histoires-là. Alors, n'ayant pas lu le tome 1, 2, 3 et 4, je pense que je n'ai pas l'univers de Dylan Dog, et je pense que ça manque. Donc, lire ce tome-là, si on n'a pas lu les autres avant, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Maintenant, je me trompe peut-être, hein, mais voilà, il me manque quelque chose. Il me manque vraiment un univers,
l'univers de ce détective qui enquête sur le fantastique. Peut-être que j'aurai plus des réponses sur le tome 6, mais je vous avoue que j'irai pas chercher le tome 6 du tout, avant que je tombe dessus par hasard dans une bibliothèque, j'en doute. Mais voilà, donc je voulais vous en parler parce que je l'ai eu dans les mains, et puis qu'il y en a peut-être parmi vous qui apprécient les BD. Et c'est assez spécial quand même, hein, mais si vous aimez découvrir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire, pourquoi pas? Je vous garantis pas que vous allez aimer, mais au moins ça aura le mérite d'être vu, d'être découvert. Je regrette pas de l'avoir vu non plus. C'était donc Le point de vue des zombies, Dylan Dog, le tome 5. Et voilà pour cette petite chronique sur cette BD. Alors je continue avec les livres qui m'ont été donc offerts par Babelio et différents éditeurs avec qui ils sont partenaires. Et en l'occurrence, ça c'est dans le cadre d'une masse critique privilégiée qui m'a été donnée de pouvoir lire le prochain roman de Véronique Pitolo qui est À la piscine avec Norbert. Voilà. Alors on a voilà un petit bandeau sur ce livre qui est on vit une époque vraiment déprimante, mais à part ça, nous sommes presque heureux. Alors ouais, c'est un peu ça, c'est un peu déprimant. Blasé aussi, je dirais, quand on lit ce livre-là par rapport à notre société, à notre époque. Et donc du coup, c'est pas une lecture qui vous fera trop marrer. Moi, j'avais envie, mais non, non, du rire jaune quoi. Hein, voilà, c'est assez sarcastique, je trouve. Alors l'histoire, c'est une femme en fait qui a une cinquantaine d'années et qui a une sexualité très libre, des pensées très libres, etc. De toute façon, quand on a 50 ans, en général, on tourne pas autour du pot, on est direct, et c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, ce livre, il est écrit, c'est cash, c'est brut, c'est direct, c'est envoyé, ça vous plaît pas, ça fait rien, c'est comme ça. Les idées s'enchaînent, les réflexions de cette femme s'enchaînent, et pas forcément avec un lien. Ça peut aller du coq à l'âne, on est à la piscine avec elle et son copain, et tac, tout à coup, on parle de ceux qui sont en train de faire la queue sur les douches publiques, ou voire du CAC 40, des multinationales qui font en sorte de ne pas être taxées alors qu'elles se font un blé faraminant. Et bien évidemment, avec une pensée quand même derrière politisée, assez de gauche. Hein. Et une gauche qui a été un petit peu qui est déçue. Hein. C'est les désillusions en fait de la gauche qui transparaît quand même dans ce roman. Et voilà. Donc la discussion entre cette femme et son petit ami Norbert, avec qui elle va à la piscine, mais pas toujours. Ça tourne autour de ces sujets-là, mais ça parle aussi du foot, ça parle des Noirs, ça parle de la pauvreté, ça parle de la condition féminine, voilà, il y a plein de petits sujets comme ça, pas trop approfondis, mais de temps en temps des petites citations par-ci, par-là, qui sont assez sympathiques, que j'ai trouvé bien écrites, bien pondues. Après, c'est pas mon style de roman. Hein. Le fond et la forme, bon, ça se lit très très vite, donc c'est bien, mais c'est pas un roman qui va m'emporter ou qui va me faire voyager. Peut-être réfléchir un petit peu sur telle ou telle chose, oui, c'est vrai, parce que de temps en temps, il y a des sujets qui vont me parler plus que d'autres, mais voilà, ça va s'arrêter là. C'est le quatrième de couverture dit que c'est drôle et enjoué, alors oui, certains passages sont drôles, etc. Mais bon, j'ai trouvé. Alors je l'ai pas trouvé long non plus parce qu'il se lit tellement rapidement. Enfin, c'est les petits chapitres qui s'enchaînent. Je vous dis, ça s'enchaîne. C'est très rapide. Hein, on a du mal de se trouver des pages qui soient complètes. Hein, voilà, vous voyez. Donc ça va vite, vraiment très très vite à lire. Bon, l'intérêt, c'est que c'est une femme qui a 50 ans et qui a une vision de la vie que je trouve qui partage un peu ma vision de la vie aussi, hein, où on arrête de tourner autour du pot, c'est bon, les choses sont directes, arrêtons d'imaginer je ne sais quoi. Quand on a 50 ans de vie derrière, souvent, on commence à être blasé, effectivement, elle est assez blasée. Donc voilà, alors il n'y a pas trop d'optimisme là-dedans, il n'y a pas de message d'espoir, c'est juste, c'est juste un message à un moment donné, sous une humeur donnée. Voilà. Je pense que c'est ça. Faut le lire comme ça, et puis une fois qu'on l'a fini, on referme le bouquin, on passe à sa vie, et voilà. Donc c'est le roman À la piscine avec Norbert de Véronique Pitolo. Tu sais, il y a quand même de bonnes choses dedans que j'ai bien aimé. Hein, ouais, c'est la condition féminine, hein, quelque part. C'est, voilà, par exemple, cette citation. On a trop habitué la femme à être fabriquée aussi, dès que l'artifice est mal fichu, tout fout le corps.
alors c'est bien avec des petits exemples derrière, là, enfin, des choses qui l'amènent à dire ça. Ouais, c'est amusant. Ça part d'une situation banale. Ouais, on atterrit à une espèce de petite réflexion bah, qui peut pousser effectivement un petit peu à réfléchir. Donc, bon, voilà. La vision d'une femme d'une cinquantaine d'années. Véronique Pitolo, à la piscine, avec Norbert. Eh bien, je vais enchaîner avec un autre roman que j'ai eu de Babelio au tout début du mois de décembre. J'aurais dû l'avoir au mois de novembre, mais il y a eu un petit retard chez Bayard Jeunesse, donc je l'ai eu là au mois de décembre. Et c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans une autre vidéo, c'est Idéalis, donc chez Bayard Jeunesse, et qui est écrit par Christopher Paolini. Alors Christopher Paolini, il est connu, je pense, des jeunes dans le domaine de la fantasy, puisque c'est lui qui a écrit Eragon, donc l'histoire d'un dragon, avec le célèbre cycle fantasy Héritage, et qui a fait un carton, hein, qui a été beaucoup, beaucoup apprécié. Alors moi, je ne l'ai pas lu, mais bon, ça ne m'a pas empêché de découvrir cet auteur. Grâce à ce livre-là, ce tome 1, parce qu'en fait, c'est un tome 1, Idéalis. Alors j'ai bien aimé la couverture déjà, je trouve qu'elle est belle, elle est brillante, etc. Je trouve qu'elle est esthétiquement, elle est jolie. Donc voilà, et Idéaliste, donc à la lueur d'une étoile inconnue. Alors c'est un livre de science-fiction. Là on est dans un science-fiction, et alors ce livre-là m'a embarqué très très vite dans son univers. Et direction les étoiles, j'ai lu ce roman, je l'ai dévoré, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors l'histoire en fait, on est en 2257, alors la Terre existe toujours, dans un univers qu'on appelle Sol, hein, Sol pour, je pense, le diminutif du système solaire. Donc, et les humains ont pourtant conquis quand même le système solaire et même bien au-delà. Alors, il y a des villes flottantes, il y a des stations orbitales, il y a des terraformations et des colonisations qui se sont développées grâce donc à ce qu'on appelle le propulseur PRL, c'est-à-dire plus rapide que la lumière. C'est en fait le vol supraluminique. Exactement, je relis mes notes. Vol supraluminique qui permet donc d'aller d'une étoile à une autre avec une vitesse extrême. Et c'est ce qui a aidé, bien évidemment, à la colonisation de l'univers. Pour quitter la planète, parce qu'effectivement, la planète Terre, bon, on ne sait pas encore trop ce qui s'y est passé, mais on a besoin quand même de quitter un peu ce qu'on a détruit hein, sur Terre et puis d'aller chercher dans les étoiles. Enfin bref. Donc on part dans cet univers-là. Et on se rend vite compte que malgré cette expansion qui est assez phénoménale, hein, on va vite le découvrir dans le roman, il n'y a pas eu de rencontre d'extraterrestres, de vie extraterrestre. Hein, c'est parce que la première chose à faire quand on part découvrir une planète, une étoile, c'est d'essayer de la terraformer et évidemment de l'étudier avant. Et c'est ce que fait Kira, la femme, donc personnage, donc c'est un héros féminin, donc c'est intéressant, qui est son métier, elle est exobiologiste et elle est en poste actuellement sur la lune Adrastée. Alors c'est dans une autre galaxie. Et son rôle donc c'est de prospecter et de savoir si cette lune peut accueillir des colons après une terraformation. Donc elle est là avec son équipe et elle est en mission et la mission va prendre fin. Elles ont donc étudié un peu cette planète, étudié les roches, étudié la faune. Alors elle est plutôt dans la faune et la flore, mais son compagnon avec qui fait cette mission avec elle, lui, il est plutôt dans la roche, dans la géologie. Donc voilà, donc ils ont fait le tour et ils vont partir. Et juste avant de partir, le matin, avant de partir, son chef lui demande d'aller voir un drone qu'ils ont et qui s'est écrasé à un endroit sur la Lune et il voudrait aller le récupérer puis voir pourquoi, parce que il y a peut-être un truc qui s'est passé et on ne peut pas quitter la planète sans se dire qu'il y a peut-être un truc qu'on n'a pas découvert. Donc, elle est bien obligée d'y aller. Donc, elle y va. Sauf que sa mission ne va pas se passer comme il faudrait. Ça ne va pas être aussi simple. Elle va découvrir, en fait, une pierre et, en fait, il va lui arriver tout un tas de trucs et une poussière va l'intégrer, en fait. Elle va être complètement possédée par une poussière extraterrestre qui va lui faire une espèce d'exosquelette autour d'elle. Et là, on va partir dans une histoire extraordinaire où les extraterrestres vont apparaître. Et là, on est dans une guerre entre les humains et les extraterrestres, et voire même
les extraterrestres entre eux, parce qu'apparemment, il y a différentes formes de vie. Enfin, on tombe vraiment dans un Star Wars presque, hein, mais ouais, enfin voilà, il y a une guerre des étoiles, ça c'est clair. Donc voilà, elle va se retrouver mêlée à tout ça. Il va y avoir des morts, évidemment, des morts de personnages qu'on a vus dès le départ malheureusement, et bah, c'est des choses qui arrivent. Et puis elle va rencontrer surtout toute une équipe avec un vaisseau, genre de pirate de l'espace, un petit peu comme ça. Et donc, du coup, ça va être un peu comme dans les fantaisies, en fait, hein, un petit groupe avec chaque personnage qui a une particularité et qui vont tous vers une quête, évidemment, pour sauver le monde. En gros, pour simplifier, c'est un peu ça. Alors, on peut reprocher à ce roman d'être un peu long, c'est vrai. C'est vrai que les premières pages, les 100 premières pages, vont tendance à décrire un peu l'univers de Kira, pourquoi on en est arrivé là, comment s'est développé un petit peu toutes ces technologies, etc. Donc c'est quand même assez utile. Donc moi, ça m'a pas dérangé. Hein, j'ai pas trouvé. Voilà, c'est vrai qu'avant qu'il y ait vraiment de l'action, etc. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de l'univers, quoi. Il faut placer l'univers. Et moi, ça m'a pas gêné. Hein. Je sais que beaucoup ont été gênés avec ça. Moi, pas du tout. Alors, à un moment donné, il y a effectivement des choses sur la fin, des révélations qui sont faites qui peuvent paraître un peu grosses, un peu capillotractées ou autres. Après, moi, je me dis, on est dans un science-fiction, alors on peut tout imaginer. Hein. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Je me suis laissé embarquer, en fait. Contrairement à un thriller où je suis toujours en train de chercher l'assassin et l'explication, etc., où ça cogite énormément là-dedans. La science-fiction, j'ai pas beaucoup d'expérience en science-fiction. Donc, du coup, je suis pas en train de chercher ce que l'auteur va essayer d'imaginer ou quoi. Je me suis juste laissé emporter par l'histoire et ça m'a plu. C'est vrai que ça me plaît beaucoup. Alors, c'est le tome 1. Je pense que j'irai chercher le tome 2 qui devrait sortir cette année, très bientôt d'ailleurs, pour, voilà, pour connaître la suite de cette histoire, d'autant qu'il n'y a que 2 tomes, en sachant qu'il est sorti donc aux États-Unis en un seul, voilà, en one shot, mais énorme. Donc, il a été divisé en 2 dans l'édition française. Donc voilà, donc moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est un. Moi qui suis néophyte en science-fiction, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça plutôt agréable. J'avais vraiment peur, mais voilà, je trouve que ça reprend vraiment les codes du fantasy et de la quête. Donc j'aime bien. Voilà, ça m'a plu. Je le conseillerais peut-être, oui, effectivement, à des gens qui, comme moi, ne connaissent pas trop la science-fiction, n'ont pas trop l'habitude, n'ont pas trop peur des pavés, parce que même si c'est en 2 tomes, voilà, il y a quand même plus de 700-800 pages, plus de 800 pages, donc c'est assez énorme. Mais voilà, pour divertir, moi, je trouve que ça se lit plutôt bien. C'était donc Idéaliste de Christopher Paolini. Donc durant ce mois de décembre, j'ai aussi eu le plaisir de lire un livre de fantasy très accessible qui est le tome 1 de la saga L'épée de vérité, écrit par Terry Goodkind. Donc le tome 1 a pour titre donc la première leçon du sorcier. Alors c'est, comme je disais, un livre de fantasy très accessible. On y trouve donc des personnages qui vont représenter le bien et qui vont se battre contre le mal. En tout cas, c'est une vision des choses. Alors ces personnages-là, eh ben, ils vont être surtout au nombre de 3, 4. Tout d'abord, il va y avoir le grand justicier qui va avoir l'intelligence, qui s'appelle donc Richard, qui au départ n'est juste qu'un forestier et qui va se retrouver finalement embarqué dans une quête parce que ce sera l'élu et qu'il n'aura pas vraiment le choix. On va y trouver aussi son vieil ami Z et on va apprendre que son vieil ami n'est autre qu'un grand sorcier qui s'est fait oublier. Puis, alors, un sorcier complètement loufoque, hein, assez drôle. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Il est drôle et vraiment. Ouais, j'ai bien aimé, m'a fait rire. On a enfin la belle Callan, qui est une femme donc avec beaucoup de prestance, bienveillante et très mystérieuse. Parce qu'en fait, l'histoire va démarrer de sa rencontre avec Richard, hein, tous les deux, et la quête donc de Callan. Et ben, tout le monde va la rejoindre dans cette quête-là. Et alors Callan, c'est un personnage assez particulier avec des pouvoirs. Et c'est un personnage, c'est une mère inquisitrice. Alors une mère inquisitrice, c'est quoi? Vous l'apprendrez au cours du roman ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un personnage très important dans cet univers-là. Donc voilà, ces 3 personnages-là, avec un autre qui sera la force, le courage, voilà, un guerrier, quoi, hein, qui sera là, qui est donc Chase, qui est un garde frontière.
Donc, frontières, alors des frontières entre quoi? Eh ben, entre le monde de Richard, qui est le monde la Terre de l'Ouest, qui n'a pas de magie, qui est, voilà, on pourrait comparer ça à une Terre un petit peu de Moyen-Âge, hein, comme ça, quoi. C'est classique dans la fantaisie, en fait. Et il y a une frontière, et derrière cette frontière-là, il y a la magie, et c'est la Terre du milieu, la Terre d'Ara, etc., où là, il y a de la magie, il y a des sorciers, et il n'y a pas que des bonnes choses, puisque c'est là que se trouve le méchant Ral, donc d'Arkenral, qui veut bien évidemment conquérir toutes les terres et contre qui il va falloir se battre. Donc on rentre vraiment dans la magie. Moi j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Alors c'est assez long parce que on doit installer un petit peu les paysages, on doit installer un petit peu cet univers, on doit découvrir les personnages parce que les personnages sont quand même très importants et je pense que c'est voilà, la description des personnages, leurs émotions, leurs forces de caractère, leurs particularités, leurs personnalités, tout ça, c'est vraiment bien décrit, donc c'est très long, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour essayer de comprendre l'histoire, pour se dire bah, pourquoi il réagit comme ça et pas comme ça. Bah, parce qu'il y a quand même un vécu, il y a quand même une personnalité qui est là et on ne peut pas faire autrement qu'avec ça. Donc moi j'ai vraiment bien aimé. Alors après, il y a cette deuxième partie à un moment donné où là ça part. Alors là on s'y attend pas du tout. C'est-à-dire que dans la première partie, je me dis ça, ce roman-là, je peux le faire lire à mes gamins largement, c'est sympa, c'est bien. Et puis la deuxième partie arrive et là je me dis ouh, peut-être pas tout de suite. Parce que là, on rentre dans un côté très imagé du sadomasochisme. Là, je pense que, je sais pas, l'auteur, il a peut-être une particularité dans ce domaine, je ne sais pas. Je pourrais pas lui demander, malheureusement, parce qu'il est décédé. Mais, en tout cas, dans cette partie-là, ça devient très violent, très glauque et très malsain. Vraiment. Alors, Richard va faire la rencontre d'une femme qui est on appelle ça une morte-cite. Et cette morte-cite a des tendances sadomasochistes et lui va devenir son petit chien. Et c'est vraiment très violent, très dur, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Et pourtant, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est là que je trouve que l'auteur écrit magnifiquement bien, c'est qu'on va réussir à avoir de l'empathie pour cette femme, alors qu'à la base, c'est quand même un monstre. Et Richard lui-même aura de l'empathie pour cette femme. Donc, il y a une espèce de retournement de situation là dans leur relation qui est assez incroyable. Mais c'est vraiment ça, cette partie-là, c'est la relation entre elle et lui. Ça dure assez longtemps quand même. C'est assez incroyable. Alors, une fois que cette partie-là est passée, on continue dans le livre, mais on continue aussi encore dans l'horreur. Pas forcément vécue, mais en tout cas, elle peut être suggérée, quoique à un moment donné, il y a un passage qui est assez terrible. Alors il y a, on va aborder les viols, on va aborder la pédophilie, on va aborder la torture, enfin voilà, la vengeance, etc. Ça va être terrible. C'est vrai que la fin de ce roman-là, faut s'accrocher quand même, hein. Bon ensuite, bon, il y a une fin au tome voilà, qui est une fin où tout le monde est content, ça se passe bien. Il y aura une suite évidemment parce que les méchants ne disparaissent jamais vraiment, hein. Donc voilà, donc c'est un livre qui m'a vraiment bien embarqué dans son monde, dans son univers. Je lirai le tome 2, je pense, l'année prochaine, sans aucun souci. Alors, il y a 15 tomes. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au 15. J'ai quand même entendu beaucoup de critiques comme quoi ça s'essoufflait beaucoup et que, voilà, c'était pas aussi accrocheur que ça, la suite. Alors, je sais pas, je me ferai mon opinion. Je continuerai à lire. J'en ai déjà plusieurs. J'en ai déjà 6 ou 7, hein, des tomes ici. Donc, je vais pouvoir continuer à lire. Et je me ferai mon opinion. Voilà, donc c'est un petit livre de fantaisie pour découvrir la fantaisie, alors pour un adulte averti, hein, quand même. Donc c'est La première leçon du sorcier, la saga L'effet de vérité, le tome 1, écrit par Terry Goodkind. Pour le roman suivant, qui est un petit peu particulier, déjà c'est mon premier roman que j'achète sur Vinted, j'ai jamais acheté de roman sur Vinted, et là j'ai trouvé, alors c'est pas un roman, en fait c'est un manga. Un manga dont j'ai déjà entendu parler et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion effectivement de le lire. Et donc voilà, je l'ai reçu et ça s'appelle My Home Hero 1. C'est le tome 1, donc pareil, il y en a beaucoup des tomes. Et en fait, ce roman-là m'avait intriguée parce que Maxime Chatham m'en avait fait une belle éloge. Comme quoi c'était un thriller plutôt intéressant, sympathique à lire, quoi, hein. Donc pourquoi pas. Alors, je vous l'ai dit, c'est un thriller, voilà, un thriller sous forme de manga.
Donc au tout départ, donc voilà, c'est Tetsuo qui est un modeste père de famille et qui se passionne pour les romans policiers. Et là, il va découvrir un jour donc sa fille qui a des traces de coups, qui semble être frappée par son conjoint, et de fil en aiguille, il va en arriver à tuer le conjoint de sa fille. Mais sa fille n'est pas au courant, bien évidemment. Sa femme le sera. Et ils vont en arriver à essayer de planquer le corps. Enfin voilà, il va y avoir toute une péripétie là-dessus. Et la péripétie va être d'autant plus dangereuse qu'on apprend que le petit ami de sa fille n'est autre qu'un yakuza. Donc du coup, ça va devenir un petit peu complexe et un petit peu dangereux pour cette famille. Alors, j'ai pas l'habitude de lire des mangas, c'est vraiment la première fois. J'ai lu à l'endroit, hein, enfin l'endroit du manga à l'envers, donc si on considère notre endroit à nous. Donc j'ai trouvé plutôt bien fait. Les dessins, ça s'enchaîne assez bien, les dialogues aussi. Voilà, j'ai bien apprécié. J'ai juste une remarque quand même, un truc qui m'a paru un petit peu, qui m'agace un petit peu, c'est que je trouve que dans ces mangas-là, les personnages n'ont pas d'âge, en fait. C'est-à-dire que le père de la jeune fille semble avoir le même âge que sa fille. Donc ça me gêne beaucoup, parce que je trouve que c'est pas très réaliste. Hein. Si le papa il a une cinquantaine d'années ou entre 40 et 50 ans, il a quand même pas les mêmes traits de visage qu'une jeune fille qui a 18-20 ans. Donc ça c'est voilà, ça c'est le petit reproche que je fais à ce genre de dessin et de graphisme. Sinon, au-delà de ça, l'histoire est plutôt intéressante et je suis assez curieuse de savoir comment l'histoire va venir derrière. Donc voilà, une idée de cadeau pour moi, c'est les tomes suivants de My Home Hero. Donc pour l'instant, j'ai le 1, ben, je vais pouvoir essayer d'avoir les autres pour continuer à découvrir comment cette petite famille, qui est en soi banale à la base, va continuer à vivre avec ce secret terrible. Voilà, c'était donc mon premier manga, My Home Hero 1. Alors, j'ai oublié de dire, le scénario, c'est de Naoki Yamakawa. Et le dessin, c'est de Masashi Azaki. C'est presque plus facile à lire les noms japonais que les noms italiens. Ça, je crois bien. Bien, et ben, je vais terminer par ma petite série de romans que j'ai lus pour Noël, évidemment, que ce soit dans le cadre du Cold Winter Challenge ou simplement pour me faire plaisir, parce que c'est une période où c'est l'occasion de lire des livres sur Noël qui permettent de se plonger dans l'ambiance. Alors, je commence par le tout premier, que j'ai bien aimé, qui m'a fait vraiment rigoler, qui est léger, qui est parfait pour se mettre dans l'ambiance de Noël. C'est « Y aura-t-il trop de neige à Noël ?» Alors là, on a plusieurs auteurs. On a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy et Marie Vareille. Ces 6 auteurs constituent la Team Comrom, qui donc écrivent ensemble différentes petites histoires romantiques pour Noël. Alors, on a 12 nouvelles, 12 drôles et romantiques petites histoires pour un Noël magique. Je vous lis ce qui est marqué derrière, tout simplement. C'est drôle. C'est drôle, moi ça m'a beaucoup plu. Alors après, ça peut être immoral. Hein. On peut avoir, d'ailleurs, on a un mari qui quitte sa femme le soir de Noël devant toute la famille pour partir avec la sœur de sa femme. Pas très sympathique. Ambiance à Noël. Sinon, on a une autre jeune fille qui tombe amoureuse d'un dealer. Bon, ça laisse à désirer aussi, ça. Hein. Dealer corse. Bon, en tout cas, elle en est amoureuse. Donc voilà, on en a une autre qui se retrouve enfermée dans un magasin. Enfin voilà, on a différentes petites histoires comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Donc il y en a 12, en sachant qu'en fait il y en a 6 et 6. Il y a un lien entre les 6 et les 6. Je vous dis pas lequel, vous verrez ça quand vous lirez les histoires. Moi je n'y attendais pas, je ne savais pas. Je crois que c'était sympa de ce petit lien-là, donc c'était bien. Mais c'est drôle. Pour se plonger dans Noël, si on a envie d'un peu de romantisme. Bon, c'est pas toujours très réaliste, hein. Mais bon, après, voilà, laissons-nous emporter par la magie de Noël, hein. C'est un petit peu ça. C'est la raison pour laquelle on la lit. Si on voulait une histoire réaliste, observez vos voisins, hein, par exemple. Moi, je le fais pas. Hein. Mais
Lire des livres, c'est quand même mieux. Donc voilà, et bien ici, vous avez des trucs sympas, drôles à lire, et puis c'est l'ambiance de Noël, donc tout va bien. Pour la deuxième histoire, j'ai voulu enfin me plonger dans Noël à la petite boulangerie. Je dis enfin parce qu'en fait, ça fait longtemps que je l'ai ce roman-là. Je l'ai acheté dans une brocante et je me suis dit que je le lirais à Noël. Puis après, je me suis rendu compte que c'était un troisième tome en fait, parce que la petite boulangerie, on en parle déjà dans deux autres tomes, la petite boulangerie du Bon du Monde, et puis je ne sais plus quel est le tome encore. Enfin voilà, il y a deux tomes où on parle de Polly, la petite boulangère. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut lire ce roman-là sans avoir lu les deux tomes, puisqu'on a un petit résumé au début de l'auteur. L'auteur étant Jenny Colgan. Donc c'est parfait. On se dit super, on va pouvoir lire le roman. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas avoir lu les deux autres tomes qui fait que j'étais pas dans l'ambiance, mais là, c'est tombé à plat, en tout cas pour moi. Déjà, Noël à la petite boulangerie, alors ok, ça se passe au mois de décembre. Ok, ça se passe pendant le réveillon de Noël. Enfin, du moins, au bout d'un moment, on arrive au réveillon, puis on continue sur la suite. Mais sérieusement, la tradition de Noël, l'ambiance de Noël, je ne l'ai pas retrouvée. Alors oui, effectivement, c'est en hiver, il y a de la neige, on est dans les Cornouailles. Ça, c'était sympa, le côté Cornouailles, le côté Écosse, etc. J'ai bien aimé. Mais pour le reste, alors c'est du romantique. Oui, c'est un secret caché entre amoureux. Oui, c'est un passé qui revient auprès de Polly dont elle s'y attendait pas. Oui, alors c'est vrai, c'est des petites intrigues comme ça. C'est quand même long à venir, enfin, assez long à venir. Et ça m'a pas emporté vraiment plus que ça. Donc voilà. Alors je dis peut-être qu'il me manque l'affectif avec ces personnages-là que j'aurais eu si j'avais lu les deux autres tomes avant. J'aurais peut-être pas eu la même vision, c'est possible. Mais voilà, après, je trouve dommage de l'avoir écrit pour Noël. Je pense que cette histoire-là aurait pu être racontée pour la Saint-Valentin. Et ça aurait même été mieux d'ailleurs, parce que le rêve de Polly à Noël, c'est de se retrouver sous la couette avec son copain et à regarder des films, etc. C'est un truc qu'on peut faire à la Saint-Valentin, mais qui se marie bien avec la Saint-Valentin. Noël, on est plus dans la tradition, on est plus dans la famille. Enfin, en tout cas, c'est de ça qu'on a envie, quoi. Sauf peut-être quand on est une ado. D'accord. Mais quand même. Donc, du coup, j'étais un petit peu déçue pour ça. J'ai pas trouvé que c'était un roman parfait pour Noël, contrairement à ce qui se dit derrière. Voilà, pour moi, il n'y a pas de magie de Noël du tout là-dedans. Voilà, c'est juste des petites histoires, des petits secrets de famille, des secrets d'amis hein, qui sont révélés. Donc oui, ben pourquoi pas, c'est bien écrit, il n'y a rien à dire, c'est bien écrit, mais ça m'a pas du tout emporté. Voilà. Donc ça, c'est mon avis personnel. Il y en a beaucoup qui l'ont aimé et tant mieux, c'est bien. Il en faut pour tout le monde, je pense que c'est important. C'était Noël à la petite boulangerie. Bah, si vous êtes curieux quand même de connaître Polly et que vous voulez quand même que ce soit à Noël, ben, vous pouvez le dire, mais je vous ai dit Noël, on a un peu de mal à le retrouver quand même. Là. Donc voilà pour ce roman. Pour Noël, j'avais vraiment envie de lire une histoire qu'on peut lire à des enfants. Une histoire qui fait rêver, une histoire de Noël, et en l'occurrence du Père Noël, parce qu'en fait, il y a plein d'histoires qui inventent le Père Noël, qui recréent le Père Noël et qui l'apportent ici dans notre monde. Et j'en ai trouvé un, et je l'ai trouvé vraiment bien. C'est celui-ci. Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Alors ce roman-là, c'est la magie de Noël. C'est à partager avec les enfants. C'est retrouver son âme d'enfance. C'est magnifique. Au tout début, on est un petit peu dans un univers Dickens. Vous savez, c'est cette Angleterre industrielle du 19e siècle, celui de Scrooge, hein, un petit peu comme ça, où on a des scieries, des grosses industries, de la suie, du brouillard, et puis beaucoup de misère dans les rues, malheureusement. Donc avec des gens qui peinent à travailler 12 heures, plus même par jour, pour presque rien, un peu d'eau et du pain. Enfin voilà, c'est vraiment le tableau. Et là, en l'occurrence, ça va toucher des enfants. Donc on va voir ce petit Harold qui est un orphelin qui vit dans la rue et qui fait ce qu'il peut pour essayer de s'en sortir et qui vit sous un pont avec un vieil ami à lui. Et dans ce roman, eh ben, Harold va être confronté un petit peu, sans le savoir, à la magie. À la magie qui pourtant a quitté notre monde quelques années avant, bien avant d'ailleurs, et qui va commencer à se dire qu'il y en a marre de ces enfants dans ce monde
qui ne croient en rien. Et donc, il va falloir redonner de l'espoir à ces enfants et du rêve. Et donc, il y a une fée qui est partie, qui a quitté notre monde depuis très longtemps, qui regroupe son comité et qui dit: je vais désigner un ange qui a été déchu pour qu'il puisse me résoudre ce problème et apporter un peu de magie et réintégrer un peu de magie en fait dans l'univers, dans ce monde sur Terre. Et donc c'est un génie, un ange déchu, le génie qui s'appelle Balbec, qui va s'en occuper et qui va prendre un petit peu Harold comme c'est lui qui va se faire piéger, hein, finalement, et qui va pouvoir résoudre ces problèmes-là et amener la magie dans ce monde. Alors la magie, ça va être quoi? Ben, ça va être de créer Noël. Et donc on va découvrir comment le Père Noël a été créé, comment les jouets sont créés, comment le Père Noël réussit à passer dans toutes les maisons en une nuit, comment le Père Noël réussit à avoir des rennes volants. Mais il les a trouvés où ces rennes volants? C'est pas possible. Et puis ces paquets cadeaux qui brillent, etc. Ces idées, mais ça vient d'où tout ça? Et ben on va le découvrir dans ce roman. Et c'est vraiment bien amené et c'est fantastique. L'auteur écrit superbement bien. C'est un conte, vraiment un conte à raconter. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté où, à certains moments, l'auteur vous parle à vous, le lecteur. Et il vous place dans l'histoire. Parce que vous êtes là, lecteur, et vous regardez ce qui se passe dans cette ville et ce qui se passe pour Harold. Et ça, c'est un chuchotement, vous savez, c'est une petite voix qui vous dit j'aime beaucoup, ça participe à la magie. Donc voilà, c'est un roman qui m'a vraiment plu. Pour Noël, c'est parfait. Donc si vous ne l'avez pas lu, eh ben, pour Noël prochain, essayez de vous le trouver, empruntez-le. Et vraiment, c'est très, 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 très sympathique pour plonger dans la magie de Noël, à lire juste un petit peu avant Noël, voire même le jour de Noël ou juste la veille, je sais pas, mais vraiment très agréable. Voilà. C'est donc Une seconde avant Noël de Romain Sardou. Alors pour le dernier roman que je vais vous présenter et qui est toujours sur Noël, c'est un roman qui m'a fait beaucoup rire, c'est celui-ci, Falalalalala, de Émilie Chazeran. Alors je ne savais pas trop à quoi m'attendre dans ce roman, parce que j'en ai lu des critiques et beaucoup de critiques disaient que c'était un roman où il y avait beaucoup trop de termes grossiers, qu'au bout d'un moment c'était trop, etc. Eh ben, j'avais peur de ça. Et finalement, moi, ça m'a plu énormément. Alors l'histoire, c'est une histoire de famille. En l'occurrence, là, c'est une famille qui n'est pas banale, puisque c'est 7 petites bonnes femmes et un grand garçon. Alors quand je dis 7 petites bonnes femmes, en fait, ce sont des femmes qui sont naines. En fait, elles sont naines de génération en génération. Il y a 3 générations de femmes. Et il y a un des enfants, Richard, qui, lui, a... à la différence de sa famille, lui, il est grand. Il est grand, voilà, il est normal, on va dire. Mais qu'est-ce que la normalité, hein? Et donc, du coup, sa place au milieu des naines, c'est pas forcément facile, hein, quand on est grand comme ça. C'est aussi pratique pour les naines, hein, parce que il faut quand même faire des trucs de grands. Donc, et d'autant plus qu'elles ont quand même une grosse entreprise à gérer, puisqu'elles ont créé, enfin ça vient de la génération d'avant, hein, ils ont créé Tannenland, voilà, Tannenland, puisque c'est la famille Tannenbaum, et la famille Tannenbaum a créé Tannenland, qui est un parc, entre guillemets, c'est pas un parc d'attraction, mais c'est un petit peu ça, où, eh bien, ils montrent un petit peu leur vie, font des spectacles et tout, pour les gens, les grands, voilà, pour les grands, qui viennent, dans leur village, voir cette famille-là. Donc on va un petit peu découvrir ce monde-là. Et c'est une histoire de famille, en fait. Et on va se retrouver plongé complètement au milieu de cette famille. Alors effectivement, des mots grossiers, on va avoir beaucoup. Et des mots grossiers alsaciens, on va en découvrir aussi beaucoup. Et c'est ça qui est drôle. Parce qu'en fait, c'est la vraie vie, quoi. Je veux dire, après, on est tous grossiers. À un moment donné dans notre vie, il faut arrêter d'imaginer qu'on est tous en train de parler correctement et tout, en famille ou entre amis. Ce n'est pas vrai. Surtout quand on est ado, hein. Et en l'occurrence, là, Richard était ado. Et avec ses cousines, il a 19 ans, lui, ses cousines en ont 17, presque 18, et l'autre a 16 ans. Ben forcément, les trois là, quand ils se parlent, c'est pas tendre, hein. Et ça va... c'est vulgaire quand même parfois, hein. Et on connaît tout ça ici, chez nous aussi. J'ai déjà entendu mon fils discuter avec certains de ses copains quand il est en réseau, en jeu. Je peux vous dire que de temps en temps, eh oh, qu'est-ce que j'entends? Oui, c'est pas vraiment ce qu'on a envie d'entendre. Donc,
voilà, je suis pas surprise finalement de ces mots grossiers. Alors après, effectivement, il y a la grand-mère qui s'y met, mais elle s'y met surtout en alsacien. Et là, en alsacien, on y va. Et je pense que quelque part, c'est un petit peu comme ça qu'on la voit l'Alsace aussi, hein, avec ce côté un petit peu de grosse personnalité. D'ailleurs, elle a une forte personnalité, cette grand-mère, et sa sœur aussi, hein, même c'est quand même cette grand-mère-là, Bettina, qui dirige un peu toute la famille, mais ouais, moi j'aime bien vraiment. Alors il y a de tout, hein. Voilà, c'est triste, c'est drôle, c'est surprenant parfois, peut-être un peu caricaturé à certains moments, je sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. J'ai passé vraiment un très très bon moment. C'est une très très bonne histoire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce truc-là? Ah oui, il y a beaucoup de brédeleux. Ils n'arrêtent pas de faire des brédeleux. Ils sont toujours en train de faire la cuisine, donc on n'a qu'une envie, c'est de manger des brédeleux alsaciens, des vrais brédeleux alsaciens. Et ça, c'est terrible. Terrible. Alors, c'est dommage de ne pas avoir mis quelques recettes à la fin, comme dans certains livres, hein, ça arrive. Bah là, il n'y a pas de recettes. Je trouve ça dommage. J'aurais bien aimé avoir des petites recettes de brédeleux de la famille Tannenbaum. Sinon, alors oui, il y a des moments avec beaucoup d'émotion, un passage où Lulu, donc c'est une des cousines de Richard, donc qui a 16 ans et qui à un moment donné va discuter avec un curé. Alors ils sont pas du tout croyants, eux, hein. Ah, ils pratiquent absolument pas, mais elle, bah, pour ce qu'elle va vivre, hein, je peux pas vous le raconter, sinon je vais vous dire tout, donc je peux pas vous dire tout, mais elle va aller discuter avec un prêtre, et donc le père du village, quoi, hein. Et j'ai trouvé que voilà, cette discussion-là était plutôt touchante. Ça m'a plu. Mais après, il y a plein d'autres passages comme ça qui sont assez touchants. Il y a beaucoup de colère aussi, hein, dans cette famille-là, hein. On va voir avec des secrets évidemment qui vont être révélés. Donc, ben voilà, ça fait un petit peu d'intrigue, mais c'est plutôt bien amené. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, beaucoup de jeux de mots de la part de l'auteur. Ah oui, des jeux de mots, des mots inventés, complètement inventés, et mais qui, dans la construction de ce mot-là, qui donne à la fois et l'émotion du personnage qui parle, parce qu'il y a beaucoup de dialogue, et en même temps la situation dans laquelle il est. Enfin, j'ai trouvé que c'était malin, c'était drôle, et puis ça apporte un petit peu voilà, d'humour et de légèreté au texte, parce que parfois c'est un peu lourd. Mais voilà, puis les titres de chapitres qui sont toujours un extrait d'une chanson, La fille du Père Noël, on voit les petites notes de musique, voilà, qui nous reviennent, hein, voilà, oh Tannenbaum, évidemment, hein, voilà, qu'est-ce qu'on a ici, on a quoi? Here comes Santa Claus, voilà, c'est tout des petits refrains qu'on connaît, voilà, c'est des enjeux dans nos campagnes. Bah voilà, ça c'est un titre de chapitre. Voilà. Alors il y a 25 chapitres. On peut très bien s'amuser à le lire pour le mois de décembre de l'année prochaine, parce que là, pour le coup, on est plongé dans l'ambiance de Noël. C'est vraiment ça, avec les lumières, les spectacles de Noël, avec les brédeleux, voilà, avec les repas de famille, même avant Noël, hein. Il y a un gros repas de famille qui va se faire avant Noël. Je trouve qu'on est vraiment plongé dedans complètement sur la tradition de Noël. Donc voilà, ça s'appelle Falalala, c'est écrit par Émile Chazeran. Et pour fêter Noël, je trouve ça plutôt pas mal. Ben voilà, je vous ai présenté les 9 derniers livres que j'ai lus donc durant ce mois de décembre. J'en ai un qui est en cours en ce moment, qui est tout petit. Je pense que je devrais le terminer demain sans souci. Donc je vous en parlerai certainement dans une prochaine vidéo ou pas. Je peux arriver que je l'oublie. Voilà. J'espère que ça vous a permis de découvrir certains titres auxquels vous auriez peut-être pas songé. Alors comme vous avez vu, je lis un petit peu de tout, vraiment. Que ça fasse du thriller, au livre drôle, au graphique, enfin voilà, un petit peu de tout. J'aime aussi, voilà, j'aime bien découvrir des lectures et puis me faire des avis hein, sur ce que j'ai découvert. J'ai encore une grosse pile à lire qui est arrivée à Noël. Je vous ferai, je pense, une book haul très bientôt pour vous montrer les dernières acquisitions que j'ai eues. Je ne sais pas quand est-ce que je les lirai, mais en tout cas, il y a de bonnes choses dans ce que j'ai eu, donc je suis plutôt contente. Je vous retrouve donc très bientôt, j'espère. Ça dépendra de mon emploi du temps. On verra ça. En attendant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Ça me fera plaisir parce que je suis pas sûre que tout le monde aille jusqu'au bout. Un petit like aussi, ça me fait plaisir aussi. Et puis en attendant, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Et en attendant, bonne lecture et faites de bons voyages livresques. Ciao!